Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est un jeune entrepreneur. Il est consultant en marketing. Ce soir, nous parlons avec lui d'un concept marketing qui débarque en Europe et en Afrique, le marketing ethnique. Willy Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ahmed Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes congolais. C'est ça. Et depuis 2014, vous avez fondé donc une agence de conseil marketing, c'est ça, hein? Exactement. C'était quoi l'idée à la base? Alors, l'entreprise s'appelle donc Onestra Consulting. Et j'ai choisi de la créer en Afrique. L'idée, en fait, mon positionnement, c'est d'accompagner les entreprises ou les entrepreneurs qui veulent s'approprier le marché africain. Donc voilà, les accompagner un peu pour résoudre toutes les problématiques, notamment culturelles, pour pouvoir écouler leurs produits sans le moindre problème, on va dire. Quand vous dites les entrepreneurs, vous pensez aux entrepreneurs de tous horizons ou c'est spécifiquement des entrepreneurs africains, par exemple? Alors non, il y a des entrepreneurs de tous horizons, tout simplement parce que les chiffres aujourd'hui qu'affiche le continent intéressent tout le monde. Et donc, autant les locaux, pour ne pas dire ceux de la diaspora, qui veulent rentrer, mais qui ont quelque peu des problèmes de méthode pour mettre en place la distribution, et aussi les investisseurs étrangers, donc les entreprises qui ont longtemps tourné le dos à l'Afrique, mais qui aujourd'hui veulent un peu s'approprier les parts de marché. Quand on est un jeune entrepreneur comme vous, je me pose souvent la question, quand j'ai l'occasion de recevoir des jeunes comme vous, quelles sont les difficultés auxquelles l'on fait face quand on entreprend? Alors, les difficultés sont beaucoup plus subjectif, j'ai envie de dire. Je vais vous donner mon exemple. Je suis donc congolais, de nationalité aussi, puisqu'on parle d'un sujet en ce moment qui fâche. Et quand vous décidez de rentrer en Afrique, éventuellement, c'est plus vis-à-vis de vos compatriotes, qui est en fait un problème de compréhension. Parce que des fois, il faut être subtil en fait, dans la manière de travailler. C'est-à-dire ne pas arriver... sur ces grands chevaux pour dire « moi je sais faire, poussez-vous », etc. Parce qu'ils sont susceptibles. Il y a une grosse susceptibilité, surtout quand il s'agit d'un compatriote. Pourquoi? Parce que naturellement, quand une personne vient de l'étranger, on a souvent ce regard. Et en fait, on est conditionné à ce qu'il réagisse de manière arrogante ou hautaine ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est ça, c'est véritablement d'être assez subtil et de montrer qu'on ne vient pas prendre la place de qui que ce soit, mais plutôt travailler en commun. Parce que cette double culture, à mon avis, peut servir dans les deux côtés. Faire preuve d'intelligence et non d'arrogance et d'écraser les autres. Exactement. Et aussi, un mot qui revient souvent, c'est s'adapter. S'adapter. Parce que ceux qui viennent de l'étranger ont du mal à s'adapter, vous pensez? Alors, on trouve de tout. On trouve de tout pour la simple et bonne raison que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui se cassent la figure et reviennent en Europe. Pourquoi? Parce que quand on arrive, il ne faut pas vous mettre à l'idée que les choses doivent aller comme vous les avez connues jadis. En mode occidental, par exemple. Exactement. Moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on fait du management de projet, en Occident, par exemple, puisque c'est de l'Occident dont il s'agit là en l'occurrence, c'est qu'on a quand même un style de travail qui est différent. Je ne vais pas dire plus efficace, mais différent, notamment par rapport à la gestion des deadlines, par rapport aussi au rapport avec la hiérarchie, au rapport avec vos subalternes. Et ça, tout ça, c'est des détails qu'il faut intégrer justement quand vous arrivez en Afrique, parce que bon, le culte de l'aîné chez les Africains, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc quand vous vous adressez à quelqu'un, même si c'est votre subalterne, il y a quand même une méthode à mettre en place pour la simple et bonne raison qu'il peut le prendre mal, juste parce que vous êtes plus jeune que lui, par exemple. Voilà. C'est très intéressant, on aurait pu faire l'émission entière là-dessus, mais on va essayer d'avancer. Je dois avouer que la première fois que nous avions évoqué une éventuelle rencontre est venue dans cette émission, j'ai eu un doute. Très honnêtement, parce que j'ai eu un doute sur le concept que vous m'aviez proposé. Le concept que vous défendez, c'est le marketing ethnique, n'est-ce pas? Je ne défends pas le marketing ethnique, ça fait partie des segments sur lesquels je travaille, puisque naturellement, quand vous investissez en Afrique et même au sein de la diaspora, où il y a des entreprises aujourd'hui qui ciblent certaines communautés, donc je suis sur le marketing culturel et international de manière globale. Et donc l'ethnie va forcément rentrer en compte dans certaines de mes activités, mais on va dire que je ne suis pas spécifiquement focalisé dessus. J'ai fini en tout cas par me dire pourquoi pas, cela permettra évidemment à nos téléspectateurs de comprendre ce concept. C'est quoi finalement donc le marketing ethnique ou
multiculturel? Alors, il y a beaucoup d'expressions. On peut parler des fois de marketing communautaire, on peut parler aussi de marketing affinitaire. En gros, ça rentre dans le cadre du marketing culturel, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'essence même du marketing, alors, pour être le moins scolaire possible, le marketing ethnique, c'est tout simplement choisir de cibler au sein d'une population une communauté ou des groupes ethniques. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il s'avère que selon les communautés auxquelles vous appartenez, donc la manière de consommer, votre comportement d'achat ou de consommation peut différer. Et vous avez aussi des exigences qui peuvent être qualifiées de spécifiques, notamment par exemple sur le domaine de l'esthétique ou de l'alimentaire, par exemple, pour les plus avertis. Donc voilà, l'idée c'est se focaliser sur ces différentes couches, mettre en exergue justement les manquements qui ont pu s'observer et leur proposer des produits qui correspondent clairement à leurs attentes. Les origines ethniques, par exemple, ont une influence sur nos habitudes de consommation? D'une certaine manière, oui, et aussi... si on vient par exemple sur le domaine de la cosmétique, beaucoup de dermatologues, et là c'est à travers le monde, les études montrent qu'il y a des différences qui peuvent s'observer par exemple sur le traitement des différentes peaux selon l'ethnie dans laquelle nous sommes issus. Donc naturellement, pour la petite histoire, par exemple le marketing ethnique qui a vu sa naissance aux États-Unis a été développé, impulsé on va dire par la communauté afro-américaine. Pourquoi? Parce que tout simplement les produits cosmétiques qu'ils utilisaient à l'époque ne répondaient pas justement à leurs demandes et aussi n'avait quasiment pas d'effet. Donc il était question justement d'adapter l'offre à cette clientèle et de proposer des produits qui soient réellement en adéquation. Donc en investissant par exemple sur beaucoup de recherche et développement pour faire en sorte que le produit rentre vraiment dans les recherches de ces types de consommateurs. Est-ce que vous comprenez que parler de marketing culturel, ethnique et tout le reste, ça peut choquer? Exactement. Alors, c'est la problématique à laquelle nous faisons face aujourd'hui puisque j'accompagne un entrepreneur justement. C'est d'ailleurs l'idée de cette interview m'est venue justement en travaillant avec lui, qui se lance donc dans le domaine des cosmétiques ici en France et sur le continent africain. Et effectivement, il y a une grosse... je ne vais pas dire crainte, mais peut-être les entreprises sont un peu frileuses. Pourquoi? Tout simplement parce que la France, en l'occurrence, a du fait des principes républicains qui interdisent notamment les données ou les statistiques à caractère ethnique, empêchent un peu ces entreprises de s'exprimer. Alors que, bon, si vous me demandez mon avis à moi, l'entrepreneur qui donc représente la partie des entreprises, je pense qu'il est important de faire le distinguo entre la démarche stratégique qui consiste à vendre un produit parce qu'il y a une demande, d'accord, et donc de répondre à cette demande, et toutes les démarches liées à l'idéologie. Donc voilà, l'idée en fait c'est, dans le contexte notamment économique dans lequel nous évoluons, c'est de faire la part des choses et de garder en tête que c'est le pragmatisme commercial en fait qui doit primer. Oui, mais ce pragmatisme quand même, la frontière avec le basculement dans un monde un peu plus obscur, elle est très très mince. Elle est très mince, je vous l'accorde. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui revient souvent dans les conseils que l'on donne aux entreprises et même aux entrepreneurs qui se lancent, c'est d'être assez subtil. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des principes, puisque c'est quand même inscrit dans la Constitution française, qui sont quand même assez pointilleux sur ce type de sujet, et donc d'éviter en fait de virer dans la caricature et surtout tous les aspects qui peuvent être péjoratifs et donc renforcer ce sentiment de communautarisme, on va dire. Parce que pour moi, consommer un produit ne contribue pas justement à empêcher une personne de s'intégrer, par exemple. Très bien. On va prendre un exemple concret. Vous êtes Congolais. Je suis un entrepreneur. Je veux... allez, prenons l'exemple des produits cosmétiques. Et je veux aller sur le marché congolais et vous voulez appliquer ce principe donc du marketing ethnique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, vu que vous parlez du Congo, donc je vais vous dire que l'Afrique centrale, en l'occurrence, est déjà, permettez-moi l'expression, quadrillée par un bon nombre d'entreprises, notamment des multinationales, mais qui se sont retirées aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des marques locales qui émergent, notamment au Cameroun, où deux enseignes en particulier, je tairai le nom, arrivent à s'accaparer un bon nombre de parts de marché. Mais l'idée, c'est quoi? C'est s'atteler à mettre en exergue les éléments, non seulement d'une part scientifiques, il faut qu'il y ait beaucoup de recherche et développement, et par la suite les habitudes de consommation. Moi, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous ne savez pas. Aujourd'hui, il s'avère que les communautés afro-caribéennes consomment 3 à 5 fois plus de produits cosmétiques, par exemple, que la moyenne. Pourquoi?
Bah, écoutez, ça trouve... en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Notamment, par exemple, pour les Africains, c'est des raisons culturelles. Oui. Nous, la propreté, c'est quand même une institution. Aujourd'hui, être propre, ça fait partie quand même du respect que l'on voit vis-à-vis des autres. Et donc, naturellement, ça impacte sur le processus d'achat de ces communautés. Vous étiez en train de développer quelque chose, allez-y. Exactement. Et donc, à partir de là, l'idée pour des entrepreneurs, par exemple, comme nous, c'est de mettre en place, par exemple, des enquêtes ou des tests concepts qui vont faire apparaître déjà d'une part les préférences en matière de produits. Est-ce que c'est beaucoup plus par exemple sur du capillaire ou si c'est des produits de maquillage, et voir déjà la fréquence de consommation par la suite. Et l'entreprise, en l'occurrence là si c'est une grande entreprise, va mettre en place justement toute sa recherche et développement pour faire correspondre les données de nos études de marché. Et quels sont les domaines dans lesquels cette forme de marketing peut déboucher sur des résultats probants? Alors, sur des résultats probants, pour le cas de la France, du fait justement des principes républicains, on parle toujours en termes d'estimation. Mais les estimations nous emmènent quand même à évaluer ce marché, notamment là on parle de la cosmétique à une 50aine de millions d'euros. Mais là encore, vous voyez, on est clairement sur des éléments subjectifs pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas rentrer dans le fond, parce qu'il faudrait justement quantifier la population. Mais sur le continent africain, il y a un véritable potentiel, puisque là justement la barrière ethnique et même le fait de le quantifier n'est pas interdit. Et donc, du coup, on évalue le marché en 2013, il a été évalué à 7 milliards à peu près. Il y a quand même une nuance à faire, c'est qu'il s'est réparti quand même sur des pays où le boom économique est actuellement en plein essor. Donc, je vais parler notamment de l'Afrique du Sud, des pays comme le Nigeria, où ça se développe énormément, le Ghana, le Kenya et une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest, avec donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui se développent énormément. Il existe donc un enjeu économique important dans ce domaine. Un enjeu économique important. Pour l'instant, il est dominé par les grandes multinationales qui se partagent la part du gâteau, dont l'une est le leader français, pour ne pas dire le numéro 1 français. Et aujourd'hui, on a des entreprises locales qui émergent, alors qui doivent rivaliser face aux moyens colossaux dont disposent ces entreprises, mais qui néanmoins arrivent à mettre en place des stratégies. Je vais vous illustrer ça par un exemple. L'entrepreneur que j'accompagne actuellement a décidé donc d'intégrer le marché de l'Afrique centrale, mais la zone sur laquelle il se positionne est quand même occupée par un ténor. Là, nous sommes en train de mettre en place un partenariat de co-branding. Qu'est-ce que c'est que le co-branding? C'est tout simplement un accord selon lequel deux marques, généralement, il y a une multinationale d'un côté et une entreprise locale de l'autre, vont s'associer pour créer un produit. Donc lui, il va bénéficier justement de la connaissance terrain de l'entreprise locale et l'autre met en place ses moyens financiers pour pouvoir développer un produit. Donc il y a un effet de levier pour les deux. C'est-à-dire que... Et chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Ce sera ma dernière question. J'imagine que dans les mois, les années à venir, le marketing ethnique prendra de plus en plus place dans nos habitudes de consommation. Naturellement, pour la simple et bonne raison que déjà, quand vous prenez le cas des différentes communautés en France, si on prend le cas des deuxièmes générations au sein de la diaspora, elles bénéficient d'une part d'un pouvoir d'achat un peu plus élevé, parce que bon, naturellement, ils grandissent en France, ils ont un travail qui est un peu plus avantageux que celui de leurs parents, pour ne pas dire. Et donc, et en plus de ça, la démographie faisant, on a vocation justement à se focaliser là-dessus. Bon, après, le problème reste politique parce qu'il faut quand même enrayer certains nombres de freins idéologiques, en l'occurrence, et faire comprendre, et là, bon, on rentre dans le débat politique, mais faire comprendre justement que c'est le pragmatisme commercial qui doit primer sur les idéologies. Sur les idéologies. Willy Miabatoussa, merci. Merci à vous. Consultant en marketing, fondateur d'une agence de conseil marketing, notamment le marketing multiculturel. Merci en tout cas d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.